L'histoire commence en présentant une jeune fille nommée Jia qui vit avec son père Lee depuis la mort de sa mère. Lee élève Jia seul et tente d'être un bon et aimant père pour sa fille. Un matin, comme d'habitude, ils se préparent ensemble avant que Jia n'aille à l'école. Après le petit déjeuner, Lee rappelle à Jia l'importance de ses études et d'obtenir de bonnes notes. À ce moment-là, Jia exprime son désir d'avoir un chien comme ses amis. Cependant, Lee lui explique que leur situation est différente car un chien nécessite de la nourriture et de l'attention. Malgré cela, Jia promet de s'occuper du chien. Après l'école, Lee lui promet enfin de réfléchir à la question. Après avoir déposé Jia à l'école, Lee part pour son travail. Après l'école, Jia joue avec ses amis, avant qu'elle ne s'en rende compte, c'est déjà le soir. Pendant ce temps, Lee travaille dans une entreprise de construction, construisant des gratte-ciel. En voyant que le temps se dégrade, Lee envoie un message à Jia pour l'avertir d'une tempête imminente. Après avoir lu le message, Jia court à la gare avec ses amis, mais en montant dans le train, elle se sépare d'eux et rentre seule chez elle. En marchant vers chez elle, le ciel s'assombrit et il commence à pleuvoir fortement. Jia se couvre avec une veste pour rester au chaud et au sec. De son côté, Lee, qui pensait que sa fille était arrivée chez elle, est surpris de trouver la maison vide. Il cherche Jia en criant son nom, mais il ne reçoit aucune réponse. Lorsqu'il appelle Jia, seul le bruit de la boîte aux lettres se fait entendre. Paniqué, Lee appelle les amis de Jia et on lui dit qu'il l'avait laissée à la gare. Inquiet, Lee se précipite à la gare et cherche désespérément Jia. Le lendemain, des habitants trouvent un corps flottant dans la rivière. Les pires craintes de Lee se réalisent lorsque l'agent Jun et ses subordonnés identifient le corps comme étant celui de Jia, enveloppé dans du plastique. Jun estime que le corps est resté dans l'eau pendant 34 heures et ordonne une enquête plus approfondie. Lee est appelé à l'hôpital, en voyant le corps de sa fille, il ne peut s'empêcher de pleurer. Le monde semble s'effondrer sur lui. Jun lui demande prudemment si Jia avait un petit ami, mais Lee le nie, dans la confusion et la tristesse, ne comprenant pas pourquoi quelqu'un ferait du mal à sa fille. L'autopsie montre qu'il y avait de l'ADN de 2 personnes différentes dans le corps de Jia. Reconnaissant l'état brisé de Lee, Jun choisit de ne pas le charger de cette information. Lee est accablé de culpabilité, se sentant que si seulement il avait pris Jia, les choses auraient pu être différentes. Un officier essaie de le réconforter en lui promettant qu'il retrouverait le coupable. Le lendemain, Jun et son équipe retournent à la rivière pour enquêter. Jun soupçonne que le coupable a jeté le corps de Jia dans l'eau précipitamment et n'a pas réussi à la faire noyer. Son subordonné Kanon exprime des inquiétudes, pensant que le coupable pourrait être difficile à retrouver s'il n'a pas de casier judiciaire. Pourtant, ils sont déterminés à rendre justice pour Jia. À la station de police, ils vérifient les images de vidéosurveillance de la gare et voient Jia, la dernière fois, avec une fille suspecte, et trouvent une camionnette blanche garée à proximité. À partir des images agrandies, ils reconnaissent le visage du conducteur, et grâce à la reconnaissance faciale, l'identifient comme étant Léo. Le lendemain, la police se rend sur le lieu de la camionnette, garée près de la maison de Léo, et trouve Léo en train de nettoyer sa voiture. Alors que la police parlait avec le père de Léo, ils remarquèrent le téléphone portable de Jia coincé dans le siège du voiture. Réalisant cela, Léo cacha rapidement le téléphone dans son pantalon. La police décida alors d'interroger le père de Léo pour obtenir plus d'informations. Voyant la présence de la police, Léo s'agita et se précipita dans la maison, se verrouillant dans une chambre. Dans la chambre, sa mémoire dériva vers la nuit de l'incident. À ce moment-là, Jia, qui marchait seul, rencontra Léo et 2 de ses amis, Wong et Chu, qui fumaient de la marijuana dans la camionnette. Cherchant à s'amuser, ils approchèrent Jia, et lorsque Jia refusa, la colère et le désir les envahirent. Ils attaquèrent Jia, la mirent hors de combat, puis transportèrent son corps chez Wong et la déposèrent sur le lit. C'est alors que Léo reçut un appel de son père, lui ordonnant de revenir dans la camionnette pour un travail urgent. Anxieux de laisser Jia avec ses amis, Léo leur dit au revoir, bien qu'il s'inquiétait que Wong et Chu fassent quelque chose de mal. Pendant ce temps, Lee s'enfonçait de plus en plus dans le désespoir. Chaque jour, il prenait le même train que Jia avait pris la dernière fois. De son côté, Léo, qui avait vu les nouvelles concernant la découverte d'un corps dans la rivière, se sentit effrayé et se rendit chez ses amis pour chercher du soutien. Cependant, Wong et Chu restèrent froids, disant que si Jia avait survécu, elle serait allée à la police pour garder leur secret. Ils décidèrent de tuer Jia et menacèrent Léo de ne pas les trahir. Enfin, Léo décida d'agir. Il envoya un message à Lee, lui révélant que sa fille avait été tuée par Wong et Chu et donna l'adresse de Wong. Après cela, Léo jeta le téléphone de Jia dans la rivière pour effacer les preuves. Poussé par la colère et le désir de réponse, Lee reçut le message et se rendit immédiatement chez Wong. Après que ses appels n'aient pas obtenu de réponse, il trouva une clé de rechange et entra dans la maison. À l'intérieur, il trouva le sac de Jia, ce qui le fit fondre en larmes.
Lorsque Wong rentra chez lui en parlant au téléphone, Lee se cacha et trouva plus tard l'ordinateur portable de Wong contenant l'enregistrement du crime contre Jia. Fou de rage, Lee attaqua Wong sans pitié. La violente bagarre se termina lorsque Lee frappa la tête de Wong avec une statue jusqu'à ce qu'il meure. Ensuite, Lee trouva une photo de Yu sur le mur de la maison et réalisa son implication. Avant de partir, Lee prit le téléphone portable de Wong et envoya un message à Yu, l'invitant à le rencontrer sous prétexte de démonter une voiture. Pendant ce temps, Jun et son équipe trouvèrent des images de la violence de Wong contre Jia et 2 autres victimes, suggérant que Wong était un agresseur en série. Ils trouvèrent aussi des vêtements ensanglantés chez Lee, ce qui poussa Jun à émettre un mandat d'arrêt contre lui. La police intensifia ses recherches, réalisant que Lee était en mission de vengeance. Lee, caché dans un hôtel qu'il fréquentait, vérifia la clé USB de Wong et y trouva diverses vidéos macabres montrant les crimes de Wong depuis l'âge de 12 ans. Il se rendit ensuite dans le garage où travaillait le frère de Yu. Cependant, les mécaniciens refusèrent de donner des informations sans récompense, ce qui déclencha une dispute, menant à l'un des mécaniciens étant blessé à la jambe par balle. Au milieu du chaos, ils avouèrent que Yu passait du temps quelque part, bien qu'il ne se soit pas montré depuis plusieurs jours. Tandis que Lee continuait à traquer Yu, la nouvelle de sa recherche se répandit. Le propriétaire de l'hôtel, Chien, qui connaissait l'identité de Lee, trouva des vidéos macabres sur son ordinateur portable. Lorsqu'il rencontra Lee, il ne le signala pas, comprenant la douleur par laquelle Lee passait. Il tente même de persuader Lee de confier l'affaire à la police, mais Lee est convaincu que les coupables ne seront punis que légèrement en raison de leur âge, ce qui lui semble injuste face à la perte de sa fille. Pendant ce temps, Jun obtint de nouvelles preuves à partir de la vidéo de la clé USB qui clarifiait l'identité de Yu, ce qui mena immédiatement à la délivrance d'un mandat d'arrêt contre lui. Cependant, Lee, plus rapide, avec l'aide de Shen, échappa à la police et se cacha dans une chambre d'hôtel en attendant l'arrivée de Yu. Lorsque la police interrogea une victime, elle découvrit que Yu l'avait menacée en partageant une vidéo. Lorsqu'un agent lui demanda d'attirer Yu, elle le prévint à la place. Réalisant le piège, Yu s'enfuit à moto, mais Lee était à ses trousses. Lee tira dans les pneus de la moto de Yu, le faisant chuter, et il s'enfuit dans la forêt avec Lee à sa poursuite. Lorsque Jun vit Lee pourchasser Yu, il cria à Lee de s'arrêter, mais Lee ne l'écouta pas, estimant que ces criminels ne méritaient aucune chance. En fuite, Yu demanda de l'aide à Léo, ne sachant pas que Léo travaillait désormais avec la police. Lorsqu'ils se rencontrèrent, Yu vit la police et tenta de s'échapper en prenant Léo en otage, mais il se retrouva finalement face à Lee, qui le frappa immédiatement avec un fusil. Pendant le combat, malgré les supplications de Yu pour sa miséricorde, Lee le tira avec colère, tandis que la police tira également sur Lee jusqu'à ce qu'il tombe et finisse par mourir de ses blessures par balle. Pendant ce temps, bien que Yu ait été gravement blessé, il fut sauvé et traité. 1 an plus tard, Jun et son équipe visitèrent la tombe de Lee pour lui rendre hommage en silence. Jun réfléchit à la difficulté d'être parent et dit, « Élever des enfants est facile, mais leur enseigner ce qui est juste est une lutte de toute une vie. » L'histoire de Lee laissa une profonde impression, celle de la douleur de la perte et de l'échec du système judiciaire, car Yu ne reçut qu'une peine de 10 ans pour le crime horrible. Parfois, la meilleure justice est celle que l'on s'impose soi-même, dans un monde qui laisse souvent les crimes impunis, l'amour d'un parent devient la seule force inébranlable. Covering Blad enseigne que être parent ne consiste pas seulement à élever des enfants, mais à les protéger, même lorsque la loi, le monde et le destin choisissent de tourner le dos. Parfois, la véritable justice ne vient pas des tribunaux, mais du courage d'aimer inconditionnellement, des blessures qui ne guérissent jamais et de la détermination à s'assurer que les voix des muets soient encore entendues. Lee nous montre que l'amour d'un père est une épée qui ne cesse de trembler, même après qu'il soit tombé lui-même, car pour un véritable parent, le sacrifice n'est pas la fin, mais la forme la plus pure de l'amour.